invité du jour est Pierre Alban Delannoy. Il nous présente son ouvrage De Mao à Jésus, itinéraire spirituel d'un ancien gauchiste. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes issu de ce qu'on appelait la gauche prolétarienne et à présent, vous êtes dans une communauté de laïcs à Clairvaux. Il s'est passé beaucoup de choses entre-temps. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre parcours qui vous a mené de la gauche activiste à une certaine forme à un christianisme quasi monastique? Oui. D'abord, avant de connaître cette expérience politique à la gauche prolétarienne, je suis d'origine chrétienne. Enfin, ma famille est chrétienne et donc le Jésus du titre, il pourrait presque aussi être au début. Et c'est vrai qu'à un moment donné, dans ma jeunesse, vers 18 ans, je romps avec l'Église et je m'inscris dans l'aventure politique de la gauche prolétarienne. On est dans les années 68, c'est tout de suite après 68, et ça me paraît être une manière plus radicale de changer le monde. Je trouvais que l'Église était timorée et que finalement, une manière d'aller plus loin dans le message évangélique tel que je le comprenais à l'époque, ça m'incite à entrer à la gauche prolétarienne. Alors justement, cette gauche prolétarienne, aujourd'hui, c'est, je pense, assez peu connue. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que la gauche prolétarienne et comment elle fonctionnait? Alors, la gauche prolétarienne, c'est un mouvement donc politique assez violent qui est né tout de suite après 68, en septembre 68, qui est né d'une organisation étudiante, l'UJCML, qui était elle-même venue du Parti communiste et qui s'est détachée du Parti communiste en antagonisme avec le Parti communiste et qui a trouvé dans le communisme maoïste chinois des réponses aux questions qui se posaient, en particulier sur la manière de faire la révolution. On jugeait que le Parti communiste avait trahi finalement la révolution. Et ce mouvement a duré jusqu'en 1973, donc avec pas mal de vicissitudes. Le mouvement a été interdit, beaucoup de membres ont été emprisonnés. Moi-même, j'ai connu une période d'emprisonnement, d'incarcération. Et puis, peut-être l'originalité du mouvement, c'est que on pensait que vraiment pour réussir la révolution, il fallait se fondre avec les masses, avec la population ouvrière. Et donc, on s'est établi dans les usines. Et donc, l'AGP a produit ce mouvement tout à fait spécifique et inédit dans l'histoire de la France, et qui ne s'est pas reproduit bien sûr depuis, qui est de conduire une partie de la jeunesse militante à abandonner ses études et pour s'établir en usine, pour vivre un peu comme les ouvriers. Et vous-même, vous êtes établi, vous avez fait un établissement en usine? Voilà, moi je me suis établi 2 fois, une première fois à la Redoute. Moi je suis originaire du Nord et donc j'habitais à Roubaix, à Tourcoing, et donc je me suis d'abord établi à la Redoute, j'en ai été licencié, et ensuite je me suis établi dans une grande usine textile, la Lainière de Roubaix, où j'ai travaillé pendant 2 ans et demi. Et alors, pour que les gens comprennent bien ce qu'est la gauche prolétarienne, c'est un mouvement de gauche qui était vraiment opposé au Parti communiste. Oui, c'est ça. C'était vraiment un mouvement qui essayait de retrouver, on pourrait dire, un peu l'origine de la révolution marxiste. Et donc, de compter d'abord sur le peuple, de compter d'abord sur les ouvriers. Et par exemple, notre manière de lutter, c'était de demander aux ouvriers quelles étaient leurs revendications, point par point, usine par usine. Et on essayait, notre travail, c'était d'essayer de les aider à obtenir ces revendications. Alors que le Parti communiste avait une conception plus centralisée, beaucoup plus centralisée. Par exemple en organisant des journées de grève nationales pour tout le monde et surtout pour des revendications salariales. Alors que les grands besoins de la population à l'époque, c'était surtout les conditions de travail. Et en particulier, par exemple, les conditions de travail des femmes, qui étaient vraiment
très très difficile. Et d'ailleurs, une grande partie de nos militants ont été des femmes. Alors, la gauche prolétarienne, et vous étiez finalement des déçus un peu de mai 68 aussi? Alors, on ne peut pas dire vraiment des déçus, mais en tout cas, on n'était pas dans l'esprit de 68, au sens où d'abord, on était presque tous issus quand même des étudiants. On était tous des étudiants ou des jeunes lycéens, mais notre but, c'était pas de changer l'université ou de changer un certain nombre de choses dans la vie des jeunes. C'était de faire la révolution. Donc, c'était de rejoindre la classe ouvrière, ce que finalement n'a pas fait le mouvement de mai 68. Mai 68 est resté, même si ça a été rejoint, même si le mouvement a été rejoint par les ouvriers et par l'ensemble de la population française pendant ces 2 mois, pour l'essentiel, c'était le microcosme étudiant qui était en agitation. On a voulu quitter ce microcosme pour rejoindre la population. Alors dans une sous-partie, vous évoquez le malheur de la chrétienté, vous êtes assez dur avec la chrétienté, et vous évoquez le risque en fait que l'Église devienne trop culturelle quand elle est dominante dans une société et qu'elle empêche finalement de trouver le message du Christ. Oui. Et vous êtes finalement pour un retour aux sources du christianisme. Oui, oui. Ça, c'est quelque chose qui vient de votre formation, disons, révolutionnaire? Je pense que ça a dû jouer, effectivement. Pendant cette période, on a essayé d'être au plus proche du peuple, comme on le disait à l'époque. Et je pense que quand je suis revenu vers l'Église, j'ai cherché, avec d'autres, à retrouver un peu les racines des premiers chrétiens, qui était un christianisme que j'aurais envie de qualifier d'existentiel. Enfin, c'était des petites communautés, c'était au plus proche de la population. Et donc très éloigné de l'institution ecclésiale, qui était plus proche finalement d'un pouvoir politique que véritablement d'une mission évangélique. Et c'est ce que je critique dans la chrétienté. Alors je ne critique pas tout dans ce qu'on peut appeler la chrétienté, parce que la chrétienté, ça fait aussi appel, par exemple, au message culturel ou peut-être moral. Enfin, et il y a des tas de valeurs issues de l'Évangile et qui sont passées dans la société civile grâce au christianisme. Mais ce que je critique surtout dans la chrétienté, c'est cette espèce de monopole qu'avait l'Église sur les consciences d'une part, mais le fait que tout le monde était formaté. Or, être chrétien, à mon sens, c'est répondre à l'appel du Christ. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se passe quelque chose de personnel entre moi et le Christ qui m'appelle. Et si simplement je suis chrétien parce que je l'ai reçu de mes parents et que je rentre dans une espèce de routine, je rencontre jamais le Christ finalement. C'est effectivement, comme vous disiez, quelque chose de seulement culturel. Alors, il y a un passage qui est particulièrement intéressant, c'est vous critiquez un peu peut-être le monde moderne, mais ça a peut-être été le cas dans d'autres périodes. Vous dites on croit avoir plusieurs vies, donc peut-être avec l'augmentation de la technique, des moyens de communication, le divorce, le fait de pouvoir avoir plusieurs emplois dans sa vie, et vous dites que c'est faux. Et pour vous, par exemple, il y a une continuité totale entre vous avez été du coup chrétien, oui. Maoïste chrétien, oui. Et il y a une continuité totale dans ce chemin. C'est finalement pas seulement. Il y a des ruptures, mais pas seulement. Oui, c'est ça. On ne pourrait pas dire une continuité totale, mais il y a dans les ruptures ce qui nourrit un cheminement. En tout cas, il y a un cheminement, et je ne pense pas que ce sont des vies séparés qui se sont juxtaposés les unes aux autres, chrétiens dans mon enfance, puis maoïste, puis syndicaliste par la suite, puis encore autre chose. Ce ne sont pas des feuilles qui se superposent, mais il y a la recherche de quelque chose, il y a un cheminement. Et je pense par exemple que dans ce qui s'est passé dans la gauche prolétarienne à la fin de son histoire, au moment où elle va décider de s'autodissoudre, il y a une sorte de message d'humilité. Enfin, à un moment donné, on a dit on dépose les armes, notre ambition orgueilleuse est complètement suicidaire,
à la fois pour nous et puis si jamais ça devait marcher pour le peuple. Et donc on dépose les armes et on voit que finalement autour de nous il y a des solutions, il y a des choses qui s'inventent et qui se font bien mieux que ce que nous on pouvait préconiser en tant qu'organisation politique. Et cette espèce d'humilité, moi elle me parle, elle fait sans doute aussi... Pour parler de la continuité, elle fait sans doute aussi écho de la manière dont j'ai pu être élevé par mes parents, qui ont beaucoup insisté sur l'humilité, même sur la pauvreté, la nécessité d'une certaine pauvreté. Et donc, je pense que je la retrouve après chez les cisterciens, qui inventent une forme d'église beaucoup plus pauvre, plus humble, plus proche du travail, plus proche justement d'une sorte d'établissement. Les premiers cisterciens, ils vont à la campagne, ils quittent un monastère, le monastère de Molesme, qui est un monastère plutôt riche, enfin, qui ronronne un peu sur lui-même, qui est bien établi dans la société médiévale. Ils vont rompre avec ça pour créer un monastère nouveau qui est plus proche de l'Évangile, mais qui est aussi plus dur à vivre, parce que c'est la pauvreté, c'est le travail, c'est l'autosubsistance, etc. Et je trouve que là, il y a un lien, par exemple. Bon, il y en a sans doute d'autres, hein, mais il y a une continuité, une expérience, et voire même des ruptures, permettent finalement de continuer le chemin. Est-ce que des ruptures, en tout cas des expériences, il y en a eu beaucoup, puisque vous êtes agrégé de lettres, donc vous avez été, pour le coup, vous avez été étudiant, oui. Ouvrier. Oui. Ensuite, vous aviez été également enseignant, syndicaliste, instituteur. Oui. Et maintenant, vous êtes dans une communauté dite de laïcs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que c'est que ces communautés de laïcs cisterciens? Alors, ce sont des communautés donc de laïcs qui tentent de vivre à la manière cistercienne sans être moine, tout en vivant dans le monde. Donc en essayant de vivre selon le charisme des premiers cisterciens ou de Saint-Bernard, dans une sorte de pauvreté, donc ça peut être à la ville ou à la campagne, dans une sorte d'humilité aussi, et puis en donnant énormément d'importance à la prière et à la vie contemplative, puisque c'est un élément fort de la vie cistercienne. Alors, pour ma part, je vis dans une communauté qui est installée à Clairvaux. Clairvaux, ça doit parler à un certain nombre de vos téléspectateurs. C'est l'abbaye fondée par Saint-Bernard, qui a été, alors pour le coup, sans doute une grande figure de la chrétienté, parce que de Clairvaux sont sortis à peu près 300 abbayes en France et en Europe. Donc, mais à l'origine, c'est un lieu de pauvreté et d'humilité. Et aujourd'hui, c'est une prison, puisque l'abbaye a été transformée en centrale pénitentiaire. Et donc, il existe à Clairvaux une petite communauté. Et moi, je vis sur place. Et alors, est-ce que dans votre ouvrage, vous dites que d'autres, d'anciens de vos camarades de la gauche prolétarienne ont aussi suivi ce chemin qui peut paraître assez original. Vous avez encore des contacts avec d'autres d'anciens de la gauche prolétarienne qui sont devenus chrétiens ou qui ont complètement changé de vie? Oui, j'ai des contacts avec d'anciens camarades. Certains ont suivi effectivement un chemin spirituel. Bon, en premier lieu, Béni Lévy, qui était notre chef et qui est mort maintenant et qui est devenu rabbin et philosophe, ou Christian Jambet, qui est devenu un spécialiste de la philosophie iranienne, et qui est chrétien par ailleurs, enfin, qui n'a pas pour autant adopté l'islam. Et puis d'anciens maoïstes qui n'ont pas spécialement suivi une voie spirituelle, mais pour qui la spiritualité, en tout cas, compte beaucoup. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que la gauche prolétarienne n'a pas fait de petits comme les trotskistes ont créé du personnel d'État, socialiste, ou même autres. Vous n'avez pas d'anciens de la gauche prolétarienne. Dans les ministères. Vous étiez peut-être trop radicaux ou peut-être trop entiers pour
pour devenir finalement après un apparatchik ou... Alors ça peut être une explication. Je pense quand même que c'est lié à cette autodissolution dont je parlais tout à l'heure. À un moment donné, on pense que finalement la vision politique du monde, c'est-à-dire une manière de concevoir le politique comme un absolu, comme une sorte de transcendance qui explique tout et qui ordonne tout, c'est une erreur. Et donc, en quelque sorte, en laissant nos armes politiques, on a aussi abandonné notre vision politique du monde. Donc il est assez logique qu'on ne retrouve pas finalement d'anciens maoïstes dans les cabinets ministériels ou dans les partis, parce que la plupart ont abandonné le chemin du politique. Aujourd'hui, vous vous intéressez toujours à la politique? Vous lisez l'actualité politique? Oui, je m'y intéresse, mais pas comme quelque chose de fondamental. Comme quelque chose qui fait partie de la vie de la cité. Et je vis dans la France d'aujourd'hui et il y a nécessairement des questions et politiques et sociales et économiques qui se posent. Et donc ça m'intéresse, bien sûr. Et en tant qu'ancien maoïste et chrétien, il y a des messages qui vous parlent quand même dans les partis ou vous tenez vraiment à distance Je suis plutôt à distance. Oui. Et votre perception, aujourd'hui l'Église connaît des temps assez mouvementés, on va dire. Ouais. Comment vous percevez l'Église catholique aujourd'hui en France pour rester sur... Moi, je pense que... alors, c'est vrai que la situation n'est pas facile, mais parce que, à mon sens, on parle de l'Église institutionnelle. Moi, j'ai envie de dire, à côté ou à l'intérieur de cette Église institutionnelle, il y a une Église vivante qui est une église faite de communautés, ça peut être des communautés paroissiales, des communautés monastiques, des communautés de tout ordre, enfin, et dont la mission ou la vocation est de faire venir le Christ dans ce monde-ci. Enfin, et je pense que cette église-là, elle est vivante. C'est la même critique que vous aviez par rapport au Parti communiste centralisateur, c'est que vous êtes pour les corps intermédiaires pour la base. Oui, tout à fait. Oui. Bien, merci beaucoup Pierre Alban Delannoy. Je répète, c'est De Mao à Jésus, itinéraire spirituel d'un ancien gauchiste aux éditions Salvator.